Je m'appelle Samantha Johnson, j'ai 26 ans, et j'ai été élevée dans une famille de la classe moyenne de la banlieue de Chicago où, aux yeux de ma mère, je n'ai jamais vraiment été à la hauteur de mes frères et sœurs. En grandissant, je me suis constamment senti comme la déception de la famille malgré tous mes efforts. L'année dernière, pendant ce qui aurait dû être un dîner de famille normal, mon monde a implosé lorsque ma mère a hurlé ces mots impardonnables qui ont tout changé. Franchir cette porte a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais ce qui s'est passé ensuite nous a tous choqués. Avant de vous raconter comment ma vie s'est effondrée pour ensuite se reconstruire d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires et cliquez sur le bouton d'abonnement si vous vous êtes déjà senti incompris par les personnes qui devraient vous aimer le plus. Laissez-moi vous dépeindre le tableau de la famille Johnson. Mon père, James, a bâti son cabinet d'expertise comptable en partant de rien, travaillant 60 heures par semaine d'aussi loin que je me souvienne. Sa présence physique à la maison se traduisait rarement par une disponibilité émotionnelle. Ma mère, Patricia, a abandonné sa carrière d'enseignante pour nous élever, canalisant toutes ses tendances perfectionnistes dans la création de l'image de la famille idéale. Chaque surface de notre maison brillait. Chaque repas était digne d'Instagram avant même qu'Instagram n'existe, et chaque enfant était censé maintenir la réputation de la famille Johnson. C'est là que les problèmes ont commencé pour moi. Ma sœur aînée, Heather, qui a maintenant 32 ans, était la superstar académique, boursière du mérite national, diplômée de Yale, diplôme de droit de Columbia. Maintenant avocate d'affaires dans un prestigieux cabinet de Chicago. Mon jeune frère, Kyle, 23 ans, était le garçon en or, quarterback de l'équipe universitaire. Président du corps étudiant, et il termine maintenant son master en administration des affaires à Northwestern avec une bourse partielle. Et puis il y avait moi, Samantha, perpétuellement prise au milieu. Je n'étais ni inintelligente ni en échec selon les normes habituelles. J'ai obtenu mon diplôme avec une moyenne de 3,4. J'ai obtenu un diplôme de marketing de l'Université d'État de l'Illinois et j'ai décroché un emploi convenable dans une agence de marketing de taille moyenne à Chicago. Mais dans la maison des Johnson, convenable équivalait à un échec. Mes intérêts pour l'art, l'écriture créative et la photographie étaient rejetés comme de simples passe-temps plutôt que comme de véritables aspirations. Mon père les appelait de « gentilles distractions », tandis que ma mère y faisait référence comme des « phases » que je finirais par dépasser. Le schéma s'est établi très tôt. Quand j'avais 12 ans, j'ai gagné un concours d'art régional. Ma peinture à l'aquarelle a été sélectionnée parmi des centaines de candidatures pour être exposée au Centre culturel de Chicago. Le jour de la cérémonie de remise des prix coïncidait avec le championnat de football de Kyle. Devinez où étaient mes parents? Je me tenais seul pour recevoir mon certificat pendant que la mère d'une amie prenait des photos. Ce soir-là, la victoire de Kyle a été célébrée avec son dîner préféré et un gâteau spécial. Mon prix n'a pas été mentionné jusqu'à ce que je l'aborde, pour ne recevoir qu'un distrait « c'est bien, ma chérie » de ma mère alors qu'elle remplissait le verre de Kyle. Puis sont venues les acceptations universitaires. L'admission de Heather à Yale était légendaire dans notre tradition familiale. Mes parents ont organisé une fête, invité la famille élargie et les voisins, et mon père a commandé un gâteau personnalisé avec un bulldog de Yale. Lorsque ma lettre d'acceptation de l'Université d'État de l'Illinois est arrivée, ma mère a froncé les sourcils et a dit « Eh bien, au moins, c'est une université de 4 ans », tandis que mon père m'a demandé si j'avais envisagé de postuler à des programmes plus compétitifs. La lettre d'acceptation a été placée dans un tiroir plutôt que fièrement affichée sur le réfrigérateur comme l'avait été celle de Heather. Le souvenir le plus douloureux est peut-être celui de mon 21e anniversaire, qui est tombé pendant la semaine de la remise des diplômes de l'école de droit de Heather. Non seulement nous avons voyagé à New York pour la cérémonie, manquant complètement mon anniversaire, mais quand j'ai gentiment rappelé à ma mère au petit déjeuner à l'hôtel, elle a semblé sincèrement surprise. « Oh, c'est vrai. Nous fêterons ça en rentrant. » Nous ne l'avons jamais fait. Avec le temps, j'ai développé des mécanismes pour faire face au fait d'être la déception de la famille. Je me suis replié sur moi-même, partageant moins de choses sur ma vie et mes réalisations pour éviter les comparaisons ou les rejets inévitables. J'ai cherché la validation ailleurs, principalement auprès de ma meilleure amie, Ashley, qui a vécu à côté de chez nous pendant toute notre enfance. Elle a été le témoin direct de la dynamique et est devenue mon ancre émotionnelle. Plus important encore,
J'ai appris à cacher mes vrais sentiments derrière un masque d'indifférence. Ça n'a pas d'importance, est devenu mon mantra, même lorsque cela comptait profondément. Au moment où j'ai atteint le milieu de la vingtaine, j'avais établi une vie séparée de ma famille. Je partageais un appartement avec 2 colocataires à Wicker Park. Un quartier animé de Chicago que ma mère jugeait dangereux, malgré son taux de criminalité réel. Je travaillais chez Bright Path Marketing, me concentrant sur les campagnes numériques pour les petites entreprises. Le salaire n'était pas spectaculaire, mais j'adorais les aspects créatifs de mon travail et l'environnement d'équipe collaboratif. Mes parents considéraient ma carrière avec une déception à peine voilée. Le marketing n'est que de la publicité glorifiée, a un jour commenté mon père lors d'un dîner de famille. Ma mère transférait régulièrement des offres d'emploi pour des postes dans de plus grandes entreprises ou des sociétés ayant une meilleure réputation. Aucun d'eux ne comprenait que j'appréciais la liberté de création et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée qu'offrait mon poste actuel. Bien que vivant à seulement 30 minutes de la maison de mes parents, je limitais mes visites aux grandes vacances et aux dîners occasionnels du dimanche. Chaque visite me laissait émotionnellement épuisé, à répondre à des questions sur le moment où j'irais peut-être faire des études supérieures comme Kyle. Ou pourquoi je ne pouvais pas trouver un gentil petit ami d'une bonne famille, comme le mari de Heather, Thomas. Aucune de mes réalisations n'était jamais tout à fait suffisante. Ashley est resté mon soutien constant. Ta famille est complètement folle, disait-elle après des visites particulièrement difficiles. Tu te rends compte que dans n'importe quel autre contexte, tu serais considéré comme ayant énormément de succès, n'est-ce pas? Diplôme universitaire, bon travail, bel appartement, pas de casier judiciaire. C'est ça, réussir dans la vie, Sam. Je savais qu'elle avait raison, mais il y a quelque chose dans la famille qui a le don de se frayer un chemin au-delà de la pensée rationnelle et de frapper au cœur de vos insécurités. Peu importait le nombre de fois où mon patron louait ma créativité ou où mes amis appréciaient ma loyauté. La perception de ma famille de moi comme la sous-performante persistait comme une ombre que je ne pouvais pas semer. J'étais loin de me douter que cette ombre était sur le point de devenir beaucoup plus sombre. C'était une soirée d'octobre fraîche lorsque ma mère a appelé. Sa voix portant ce ton formel réservé aux annonces. Nous organisons un dîner de famille ce samedi. Ton père et moi devons discuter de quelque chose d'important avec tout le monde. Immédiatement. Mon estomac s'est noué. Dans le jargon de la famille Johnson. Quelque chose d'important pouvait aller des problèmes de santé aux achats de propriétés en passant par les grandes déceptions qui nécessitaient une intervention de groupe. Mon esprit a parcouru les possibilités. Le récent bilan de santé de papa avait-il révélé quelque chose d'inquiétant? Vendait-il enfin la maison pour prendre leur retraite quelque part au chaud? Ou, plus redoutable encore, avait-il découvert d'une manière ou d'une autre mon récent rejet du programme d'études supérieures auquel j'avais postulé en secret? Dans l'espoir d'obtenir enfin leur approbation? De quoi s'agit-il, ai-je demandé, en essayant de paraître décontracté. Sois juste là à 18h, a répondu ma mère. Ignorant complètement ma question. Et porte quelque chose d'approprié, s'il te plaît. Pas ces jeans déchirés que tu portais la dernière fois. Pour mémoire, ce n'était pas un jean déchiré. Mais un jean usé de créateur qui m'avait coûté près d'une semaine de salaire. La distinction aurait échappé à Patricia Johnson. À l'approche de samedi, mon anxiété a augmenté. À 2 reprises. J'ai rédigé des textos pour annuler ma présence, invoquant des urgences professionnelles. À 2 reprises, je les ai supprimés. Sachant que les répercussions seraient pires que tout ce qui m'attendait. Le jour du dîner, j'ai passé 45 minutes à choisir une tenue qui satisferait ma mère. Une robe bleu marine conservatrice avec des talons modestes et des bijoux minimalistes. J'ai même lissé mes cheveux naturellement bouclés, sachant que ma mère les préférait ainsi. Affirmant que cela avait l'air plus professionnel. Le trajet de 20 minutes jusqu'à la maison de banlieue de mes parents a semblé durer des heures. J'ai répété des sujets de conversation neutres et préparé des parades pour le barrage habituel de questions sur ma vie amoureuse et ma trajectoire de carrière. À un feu rouge. J'ai aperçu mon reflet dans le rétroviseur et j'ai à peine reconnu la femme tendue et anxieuse qui me regardait. Tiens juste le coup jusqu'à la fin du dîner, me suis-je murmuré. 4 heures. Maximum, puis tu es libre. En arrivant dans l'allée familière, j'ai remarqué que le véhicule utilitaire sport de luxe de Heather et la voiture de sport de Kyle étaient déjà garés. Super. J'étais la dernière à arriver. Un autre échec mineur à ajouter à mon bilan.
Ma mère a ouvert la porte avant que je ne puisse frapper, ses yeux balayant immédiatement mon apparence. « Tu es en retard », a-t-elle dit en guise de salutation. De 3 minutes, ai-je répondu en vérifiant ma montre. Le trafic sur Lakeshore était bloqué. Tous les autres ont réussi à arriver à l'heure, a-t-elle reniflé en s'écartant pour me laisser entrer. Tu aurais dû mieux t'organiser. Et c'est ainsi que cela a commencé. Dans le salon, papa préparait des boissons pendant que Heather et Kyle étaient assis aux extrémités opposées du canapé, absorbés par leur téléphone. Ils ont levé les yeux brièvement à mon entrée, offrant des salutations superficielles avant de retourner à leurs écrans. Je me suis approché pour embrasser la joue de mon père, et il m'a tapoté l'épaule maladroitement. « Comme d'habitude ?» a-t-il demandé en désignant le chariot de bar. J'ai hoché la tête, reconnaissante pour le verre de vin promis. J'en aurais besoin. Samantha a enfin décidé de se joindre à nous, a annoncé ma mère à la pièce, bien que tout le monde m'ait clairement vu entrer. Maintenant, nous pouvons passer à la salle à manger. Le dîner a commencé par les habituelles conversations de surface inconfortables. Heather a discuté d'une affaire très médiatisée que son cabinet traitait, en omettant soigneusement les détails confidentiels tout en s'assurant que nous comprenions l'ampleur de sa responsabilité. Kyle a détaillé ses projets d'école de commerce et ses relations professionnelles, y compris une opportunité de stage prometteuse dans une société de capital risque. Mon père hochait la tête en signe d'approbation tout au long de leur mise à jour, posant occasionnellement des questions éclairées qui démontraient son engagement dans leur vie. Lorsque la conversation s'est inévitablement tournée vers moi, j'ai partagé des nouvelles d'une campagne réussie que j'avais récemment gérée pour une chaîne de restaurants locale, qui avait augmenté leur fréquentation de 30%. C'est bien, a interrompu ma mère avant que j'aie fini d'expliquer le concept créatif. Kyle, raconte à Samantha le commentaire de ton professeur sur ta dernière présentation. Et juste comme ça, j'ai été de nouveau mise sur la touche. J'ai pris une grande gorgée de vin et me suis résignée à être spectatrice de mon propre dîner de famille. La tension dans mes épaules venait à peine de commencer à se relâcher lorsque ma mère a fait teinter son verre, appelant à l'attention. Nous avons une merveilleuse nouvelle à partager, a-t-elle annoncé, son visage s'illuminant d'une manière qu'il ne faisait que rarement lorsque j'étais le sujet de la discussion. Kyle et Melissa sont fiancés. La table a éclaté d'excitation. Mon père a ouvert une bouteille de champagne qu'il avait apparemment mise au frais, tandis que Heather a immédiatement commencé à discuter de lieux de mariage potentiels. Je suis resté figé, traitant à la fois la nouvelle et la réalisation que je semblais être la seule à la prendre pour la première fois. Quand est-ce que ça s'est passé ? Ai-je demandé pendant une accalmie momentanée. Kyle semblait légèrement mal à l'aise. Il y a environ 3 semaines. J'ai fait ma demande à la maison du lac de ses parents. 3 semaines ? Ai-je répété. Et je ne l'apprends que maintenant ? Un silence gêné est tombé avant que ma mère ne réponde, nous avons eu une petite célébration le week-end où c'est arrivé. Tu étais occupé par le travail, comme d'habitude. La vérité m'a frappé. Je n'avais pas été informé, et encore moins invité. Comme d'habitude, n'était qu'une forme de manipulation, insinuant que mon absence avait été mon choix plutôt que leur exclusion. Félicitations, Kyle, ai-je réussi à dire, forçant un sourire. Melissa est merveilleuse. Vous êtes parfaits ensemble. Au moins, cela était sincère. J'aimais vraiment la petite amie de Kyle, maintenant sa fiancée, qui avait toujours été gentille avec moi malgré la dynamique de ma famille. Au fur et à mesure que le dîner avançait, j'ai appris à quel point j'étais tenu à l'écart. La bague de fiançailles avait été celle de notre grand-mère, remontée avec des diamants supplémentaires. Une décision prise sans même m'en parler, malgré ma relation proche avec grand-mère Johnson avant son décès. Le mariage était provisoirement prévu pour juin au Country Club. Le père de Melissa, l'associé de papa, avait déjà réservé la date. Quand j'ai enfin trouvé une ouverture pour partager ma propre bonne nouvelle. Une promotion au poste de chef de campagne avec une augmentation significative, mon annonce a eu autant d'impact qu'une plume sur un tapis. Cela devrait t'aider avec tes prêts étudiants, a commenté mon père, avant de se tourner immédiatement vers Kyle. En parlant de ça, j'ai organisé une réunion avec mon conseiller financier pour discuter des options de financement de ton programme de MBA. Le couteau s'est retourné dans la plaie. Mon père avait refusé de m'aider avec mes prêts étudiants, insistant sur le fait que je devais prendre la responsabilité financière. Apparemment,
Cette leçon était exclusive aux enfants du milieu. Kyle, sentant peut-être mon malaise, a tenté un compliment qui est sorti comme de la condescendance. Le marketing semble être un travail amusant. Pas trop stressant, n'est-ce pas? Ça doit être agréable d'avoir une carrière simple qui ne nécessite pas d'étudier constamment comme la médecine ou le droit. Je me suis excusé pour aller aux toilettes, les mains tremblantes d'émotions réprimées. Une fois en sécurité derrière la porte verrouillée, j'ai appelé Ashley. Ils sont impossibles. Elle chuchotait durement après avoir expliqué la situation. Kyle est fiancé, et ils ont eu une célébration sans même me le dire. Et maintenant ils planifient tout ce mariage comme si j'étais une lointaine connaissance qui a juste besoin d'un faire-part. C'est vraiment tordu, a répondu Ashley. Son indignation en mon nom étrangement réconfortante. Qu'est-ce que tu vas faire? Que puis-je faire? Provoquer une scène au dîner. Cela ne ferait que confirmer leur opinion que je suis l'instable, l'émotive. Sam, la voix d'Ashley est devenue sérieuse. À un moment donné, tu dois te défendre. Ce n'est pas seulement impoli. C'est de la violence psychologique. Il te traite comme si tu ne comptais pas. Ces mots ont fait mouche. Des années de thérapie m'avaient aidé à reconnaître le dysfonctionnement de ma famille. Mais j'avais toujours du mal avec la confrontation, surtout avec ma mère. Tu as raison, ai-je finalement dit. Je ne peux pas continuer à prétendre que c'est normal. Tu veux que je vienne te chercher? Je peux être là dans 20 minutes. J'ai réfléchi à l'offre. Non, je dois gérer ça moi-même. Mais reste près de ton téléphone, d'accord? Toujours. Rappelle-toi, tu mérites le respect de base. Ce n'est pas trop demandé. Je me suis aspergé le visage d'eau froide. J'ai remis mon rouge à lèvres et je suis retourné dans la salle à manger avec une nouvelle détermination. Pour une fois, je n'allais pas ravaler mes sentiments pour maintenir la paix. Pour une fois. J'allais exiger le respect que je méritais. Quand je suis retourné à table, la conversation était passée aux couleurs du mariage et aux arrangements floraux. Ma mère suggérait d'élégantes roses crème et blush, tandis que Heather préconisait quelque chose de plus distinctif. Aucune n'a remarqué mon retour jusqu'à ce que je tire délibérément ma chaise, la faisant gratter bruyamment contre le parquet. Je pense que les fleurs sauvages pourraient être magnifiques pour un mariage en juin, ai-je proposé, en essayant de rejoindre la conversation de manière constructive. Elle serait superbe au country club avec toutes ses fenêtres donnant sur les jardins. Les lèvres de ma mère se sont amincies. Les fleurs sauvages sont bien trop décontractées pour un vrai mariage, Samantha. Ce n'est pas un barbecue dans le jardin. Certaines variétés de fleurs sauvages sont en fait assez sophistiquées, ai-je persisté. Et elles seraient significatives, puisque Kyle et Melissa aiment faire de la randonnée ensemble. Je ne pense pas que tu comprennes les standards que nous visons, a répondu ma mère avec dédain. Ce sera l'événement social de la saison. Les Wilson ont des relations dans tout le milieu des affaires de Chicago. L'implication était claire, mes sensibilités esthétiques n'étaient pas assez raffinées pour l'occasion. Avant que je puisse répondre, la sonnette a retenti. Ça doit être Melissa, a dit ma mère, s'éclaircissant instantanément. Elle nous rejoint pour le dessert. Kyle s'est levé d'un bond pour ouvrir la porte, revenant quelques instants plus tard avec sa fiancée. Melissa était ravissante dans une simple robe bleue. Ses cheveux blonds tirés en une élégante queue de cheval. Elle a salué tout le monde chaleureusement, me faisant une étreinte sincère. Samantha, c'est si bon de te voir. Ça fait des siècles. Félicitations pour tes fiançailles, ai-je dit sincèrement. Je viens d'apprendre la nouvelle. Une lueur de confusion a traversé son visage. Oh, je pensais, eh bien, merci. Nous sommes si excités. Ma mère est intervenue, guidant Melissa vers un siège à côté de Kyle. Nous étions justement en train de discuter des plans du mariage. J'ai déjà contacté Marie au club au sujet des options de menu. Alors que le café et le célèbre tiramisu de ma mère étaient servis. La conversation a continué à tourner autour des détails du mariage. J'ai fait plusieurs tentatives pour participer, chacune poliment mais fermement redirigée. C'était comme si je regardais une pièce de théâtre où tout le monde avait un rôle sauf moi. Puis est venu le moment qui a fissuré la façade. Melissa, répondant à une question sur sa demoiselle d'honneur, a dit « Ma sœur sera à mes côtés, bien sûr, et Kyle a son meilleur ami, Tim, comme témoin. Nous gardons le cortège nuptial petit. »
Juste les frères et sœurs et les meilleurs amis. Elle s'est tournée vers moi avec un sourire chaleureux. Nous n'avons pas encore officiellement demandé à tout le monde. Mais j'adorerais t'avoir comme demoiselle d'honneur, Samantha. Tu as toujours été si gentille avec moi. Avant que je puisse répondre, Heather est intervenue en riant. Eh bien, tu devras t'assurer que les robes sont commandées tôt. Les retouches pourraient être compliquées avec ma situation. Ma mère a eu un hoquet dramatique. Heather. Nous allions attendre pour partager cette nouvelle. Quelle nouvelle? Ai-je demandé, bien que je soupçonnais déjà la réponse. Heather a souri, posant une main sur son ventre encore plat. Thomas et moi attendons un bébé. J'en suis à environ 10 semaines. Une autre vague d'excitation a éclaté. Un autre événement familial majeur dont j'étais la dernière informée. Une autre célébration qui avait apparemment déjà eu lieu sans moi. 10 semaines, ai-je dit, incapable de cacher la blessure dans ma voix. Et je ne l'apprends que maintenant? Un silence inconfortable est tombé sur la table. Nous voulions attendre que le premier trimestre soit presque terminé, a expliqué Heather, ne me regardant pas tout à fait dans les yeux. Tu sais, pour être sûr. Sauf que tout le monde ici le savait déjà, ai-je souligné, en regardant autour de la table. Même Mélissa a hoché légèrement la tête. Confirmant qu'on le lui avait dit. Ne ramène pas tout à toi, Samantha, a dit ma mère sèchement. C'est la nouvelle de Heather, à partager quand et comment elle le choisit. Je ne ramène pas tout à moi, ai-je répondu, sentant la chaleur monter à mes joues. Je me demande juste pourquoi je suis systématiquement la dernière personne à être informée des événements familiaux majeurs. Les fiançailles de Kyle. La grossesse de Heather, qu'est-ce que j'ai manqué d'autre? Papa prend sa retraite? Vous déménagez en Floride? Suis-je adopté? Il n'y a pas besoin de sarcasme, a dit mon père. Entrant enfin dans la conversation. Ta mère a raison. C'est une occasion heureuse. Ce serait plus heureux si je me sentais comme un véritable membre de cette famille au lieu d'une pensée après coup, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement. L'expression de ma mère s'est durcie. Peut-être que si tu montrais plus d'intérêt pour les affaires de famille au lieu d'être constamment absorbé par ton petit monde à toi, tu serais plus incluse. L'injustice de cette déclaration m'a coupé le souffle. Mon petit monde à moi. Maman, je t'appelle toutes les semaines. Je vous invite à tous mes événements professionnels. J'ai essayé de partager mes promotions, mes amitiés, toute ma vie avec vous, et vous rejetez tout ce qui compte pour moi. Ce n'est pas vrai. A-t-elle protesté, mais faiblement. C'est vrai, ai-je insisté, des années de sentiments refoulés déferlant soudainement. Quand est-ce que l'un d'entre vous a demandé des nouvelles de mon travail, ou de mes amis, ou de quoi que ce soit qui compte pour moi? Kyle se fiance? Et vous organisez une fête sans même me le dire. Heather est enceinte, et tout le monde le sait sauf moi. Avez-vous la moindre idée de ce que ça fait? Tu es trop sensible, a dit ma mère. Nous ne t'avons pas exclu intentionnellement. C'est encore pire, en fait, ai-je répondu. Cela signifie que vous n'avez même pas pensé à moi du tout. Kyle s'est agité inconfortablement. Sam, allez. Ce n'est pas si grave. Ça l'est pour moi, ai-je dit en me tournant vers lui. Et ça devrait l'être pour toi aussi. Nous sommes censés être une famille. Nous sommes une famille, est intervenu mon père, son ton conciliant mais condescendant. Mais tu as toujours été si indépendante, Samantha. Nous pensions que tu préférais ça. Indépendante ou ignorée? Ai-je lancé. Il y a une différence entre donner de l'espace à quelqu'un et le faire se sentir invisible. Le visage de ma mère a rougi de colère. C'est exactement pour ça que nous gérons les choses comme nous le faisons. Tu transformes toujours tout en drame. Heather et Kyle peuvent recevoir des nouvelles sans créer de scène. Parce que les nouvelles les concernent généralement, ai-je exclamé. Ils ne sont jamais une pensée après coup. Ce n'est pas juste, a finalement parlé Heather, son ton défensif. Nous avons tous des relations différentes avec maman et papa. Tu as raison sur ce point, ai-je convenu amèrement. Toi et Kyle êtes les enfants accomplis dont ils se vantent. Je suis la déception qu'ils tolèrent. Samantha, a haleté ma mère. Comment oses-tu dire de telles choses? Comment j'ose dire la vérité? Je n'en avais plus rien à faire maintenant. Des années de blessures se cristallisant en mots que je ne pouvais plus retenir. Maman,
tu m'as comparé défavorablement à Heather depuis l'école primaire. Rien de ce que je fais n'est jamais assez bien. Mon appartement est dans le mauvais quartier. Mon travail est en dessous de moi. Mes vêtements sont inappropriés. Mes cheveux sont trop bouclés. Ou trop raides, ou peu importe ce que tu décides ce jour-là. C'est ridicule, a-t-elle ricané, mais j'ai remarqué que mon père regardait son assiette, évitant le contact visuel. Vraiment? Ai-je contesté. Quand j'ai eu une promotion le mois dernier, ce coquin de vous ne sait pas ce que personne n'a demandé. Mon patron a dit que j'ai un talent créatif et un potentiel de leadership exceptionnel. Mais dans cette maison, je suis toujours la sous-performante parce que je ne suis pas allé dans une université de l'Ivy League ou que je n'ai pas choisi une carrière assez prestigieuse. Nous n'avons voulu que ce qu'il y a de mieux pour toi, a dit mon père doucement. Non, vous avez voulu ce qui paraît le mieux à vos amis du country club, les jeux corrigés. Il y a une différence. Melissa semblait profondément mal à l'aise, tandis que Kyle a mis un bras protecteur autour de ses épaules, choisissant physiquement son camp. Heather a étudié son assiette de dessert avec une intensité soudaine. Je pense que tu dois te calmer, a dit ma mère d'un ton glacial. Tu te donnes en spectacle et tu gâches ce qui devrait être un joyeux dîner de famille. Un joyeux dîner de famille où je suis traité comme une invitée indésirable, ai-je répondu. Dis-moi honnêtement, maman, si je n'avais pas pu venir ce soir, aurais-je vraiment manqué à quelqu'un? Ou cela aurait-il été plus facile parce que vous n'auriez pas eu à faire semblant de vous intéresser à ma vie? La question est restée en suspens, accueillie par un silence accablant. Le visage de ma mère s'est transformé, son sang-froid soigneusement entretenu se fissurant pour révéler une fureur que je n'avais entrevue que quelques fois durant mon enfance. Ces rares manifestations d'émotions brutes m'avaient toujours terrifié et poussé à la soumission, mais quelque chose avait fondamentalement changé en moi. Je n'étais plus la petite fille désespérée d'approbation. J'étais une femme adulte exigeant un respect de base. Comment oses-tu remettre en question notre amour pour toi, a-t-elle sifflé. Sa voix vibrant de colère. Après tout ce que nous avons fait, les sacrifices que nous avons consentis, les opportunités que nous avons offertes. L'amour ne se mesure pas en sacrifice ou en opportunité, ai-je répondu, surprise par la fermeté de ma voix. Il se trouve dans les moments de tous les jours, l'écoute, le soutien. L'acceptation. Des balivernes philosophiques, a-t-elle rejeté. C'est exactement pour ça que tu as du mal dans le monde réel, Samantha. Tu vis dans une sorte de fantasme où les sentiments comptent plus que la réussite. Le commentaire m'a frappé comme étant si fondamentalement révélateur de notre déconnexion que j'ai failli rire. Il compte plus, maman. Du moins pour moi. Et c'est pourquoi Heather est une avocate à succès et Kyle obtient son MBA, pendant que tu fais encore de la publicité pour des restaurants. A-t-elle lancé sèchement. La pièce est tombée dans le silence. Même ma mère semblait reconnaître qu'elle avait franchi une ligne. Mon père s'est raclé la gorge, mal à l'aise. Patricia. A-t-il murmuré, ce n'est pas juste. Sa faible défense est arrivée trop tard. Le mal était fait. Je suis doué dans ce que je fais, ai-je dit doucement. J'aide les petites entreprises à prospérer. Je crée des campagnes qui touchent de vraies personnes. Je suis désolé que ce ne soit pas assez impressionnant pour vous. Il ne s'agit pas d'être impressionnant, a insisté ma mère, bien que nous sachions tous que c'était exactement de cela qu'il s'agissait. Il s'agit de réaliser ton potentiel. Mon potentiel tel que défini par vous, ai-je précisé. Avez-vous déjà envisagé que je puisse être parfaitement heureuse avec mes choix? Que le succès puisse avoir une apparence différente pour moi que pour vous? Elle a ricané. Une rationalisation commode pour se contenter de moi. Ce rejet a déclenché un retour en arrière à mon 14e anniversaire. J'avais fièrement montré à ma mère une nouvelle qui avait remporté un concours scolaire. Au lieu de me féliciter, elle avait froncé les sourcils en regardant le certificat. L'écriture créative n'est pas une compétence pratique, Samantha. Tu devrais te concentrer sur des matières qui mèneront à une vraie carrière. Quand j'avais essayé d'expliquer à quel point l'écriture comptait pour moi, elle m'avait interrompu avec ces mêmes mots, une rationalisation commode pour éviter les matières difficiles comme les mathématiques et les sciences. Ce jour-là, j'avais pleuré dans ma chambre pendant des heures. Aujourd'hui, je ne ressentais qu'une froide clarté. Vous n'avez jamais respecté mes choix, ai-je déclaré, non pas comme une accusation, mais comme un simple fait. Vous ne m'avez jamais respecté. Ce n'est pas vrai,
est intervenu mon père. Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour toi. Ce que vous pensez être le mieux. Ai-je corrigé, pas ce qui me rend réellement heureuse ou épanouie. La patience de ma mère a finalement cédé. Assez. Cette mentalité de victime constante est épuisante. Tu as toujours été difficile, tu as toujours nécessité un traitement spécial, pendant que Heather et Kyle avançaient. J'avais besoin de réconfort et de validation constant parce que vous les leur donniez librement et me les refusiez. La vérité de cette réalisation m'a frappé avec une force stupéfiante. Toute mon enfance, je vous ai vu célébrer chacune de leurs réussites tout en minimisant les miennes. C'est absolument faux, a déclaré ma mère. Bien que ses yeux se soient tournés vers mon père comme pour chercher confirmation. Vraiment, ai-je contesté. Quand Kyle a eu un B+ en calcul. Vous l'avez emmené manger une glace parce qu'il avait fait de son mieux. Quand j'ai eu un A en anglais. Vous m'avez demandé pourquoi je ne mettais pas cet effort dans des matières plus importantes. Kyle a eu la décence de paraître mal à l'aise. Maman, Sam a raison sur ce point. Tu as toujours été plus dur avec elle. Ma mère s'est tournée vers lui, la trahison brillant sur son visage. N'encourage pas ce comportement. Ta sœur a toujours eu un don pour le drame. C'est votre réponse à toute émotion que vous ne voulez pas gérer, ai-je dit. L'étiqueter comme dramatique ou inappropriée ou incommode pour ne pas avoir à reconnaître qu'elle pourrait être valide. Je n'ai pas à rester ici et à me faire psychanalyser dans ma propre maison, a déclaré ma mère en se levant brusquement. C'est absolument inacceptable. Ce qui est inacceptable. C'est la façon dont vous m'avez traité pendant 26 ans, ai-je répondu, me levant également. Ce qui est inacceptable. C'est d'être exclu des célébrations familiales et traité comme une gêne plutôt que comme une fille. Le visage de ma mère s'est tordu de rage. Enfant ingrate. Après tout ce que nous avons fait pour toi, les opportunités, l'éducation, le soutien. Le soutien ? Ai-je répété avec incrédulité. Quand m'avez-vous jamais vraiment soutenu ? Mon art. Mon écriture, mes choix de carrière, vous avez critiqué chacun d'entre eux. Parce que nous attendions plus de toi. A-t-elle crié, abandonnant toute prétention de sang-froid. Parce que nous savions que tu pouvais faire mieux que la médiocrité. Le mot est resté en suspens dans l'air comme un poison. Médiocrité. L'accusation ultime dans le système de valeurs de la famille Johnson. Je ne suis pas médiocre, ai-je dit, ma voix basse mais ferme. Je suis créative, dévouée et douée dans ce que je fais. Le fait que vous ne puissiez pas le voir en dit plus sur vos limites que sur les miennes. Le visage de ma mère est devenu blanc de fureur. Tu es une ingrate. Sors et ne reviens jamais. A-t-elle hurlé en montrant la porte. Si nous sommes de si terribles parents, si nous t'avons si profondément blessé avec nos attentes et nos opportunités, alors pars. Va voir comment tu t'en sors sans notre soutien. La pièce est tombée dans un silence choqué. Même ma mère semblait surprise par son emportement, bien qu'elle ne l'ait pas rétracté. Mon père s'est à moitié levé de sa chaise. Patricia, elle n'a pas besoin de partir. Samantha, ta mère ne le pense pas. Mais sa faible protestation n'a fait que souligner son rôle perpétuel de pacificateur plutôt que de protecteur. Jamais une seule fois dans mon enfance il ne s'était opposé de manière définitive au traitement que ma mère me réservait. Pourquoi ce soir serait-il différent? J'ai regardé autour de la table. Mélissa paraissait mortifiée, les yeux écarquillés de choc. Kyle fixait son assiette, évitant le contact visuel. Heather examinait sa manucure avec une fascination soudaine. À cet instant, avec une clarté stupéfiante, j'ai vu la vérité de ma dynamique familiale. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était pas du soutien. Ce n'était même pas un dysfonctionnement normal. C'était toxique. Et cela m'empoisonnait depuis des années. Avec une étrange sensation de calme, j'ai posé ma serviette sur la table et je me suis levé. Je pense que je vais partir. Non pas parce que vous me l'avez ordonné, mais parce que je comprends enfin que je mérite mieux que ça. J'ai rassemblé mon sac à main et ma veste. Me déplaçant avec une dignité délibérée malgré mes mains tremblantes. Si tu franchis cette porte, ne t'attends pas à être accueilli de nouveau, a prévenu ma mère, sa voix froide. Je me suis arrêté sur le seuil de la salle à manger et je me suis retourné. Vous savez ce qui est vraiment triste? Une vraie famille n'exigerait pas que je gagne ma place à table.
L'amour ne devrait pas être conditionnel à la satisfaction de vos attentes. J'espère qu'un jour vous réaliserez ce que vous avez jeté. Sur ces mots, j'ai franchi la porte d'entrée pour me retrouver dans la nuit fraîche d'octobre. Mes jambes m'ont porté jusqu'à ma voiture en pilote automatique tandis que mon esprit vacillait sous l'ampleur de ce qui venait de se produire. Ce n'est qu'une fois en sécurité à l'intérieur, les portes verrouillées, que j'ai laissé les larmes couler. Mes mains tremblaient si fort que je ne pouvais pas insérer la clé dans le contact. J'ai sorti mon téléphone et appelé Ashley. « J'ai besoin de toi », ai-je réussi à dire entre deux sanglots. Je suis parti. Elle m'a dit de sortir et de ne jamais revenir. J'arrive, a répondu Ashley sans hésitation. Va à ton appartement. Je te rejoins là-bas. Le trajet de retour s'est déroulé dans un flou de larmes et d'incrédulité. Avais-je vraiment été renié? Ma propre mère m'avait-elle vraiment dit de ne jamais revenir? Les mots se rejouaient dans mon esprit, chaque répétition étant une nouvelle blessure. Ashley m'attendait dans le hall de mon immeuble quand je suis arrivé, le visage crispé d'inquiétude. Un regard sur mon expression lui a tout dit. « Oh, Sam !» a-t-elle murmuré en me serrant dans une étreinte féroce. Je suis tellement désolé. En haut, dans mon appartement, j'ai raconté la soirée entre deux crises de larmes. Ashley a écouté sans interruption, renouvelant périodiquement mon stock de mouchoirs et s'assurant que mon verre de vin restait plein. Ils sont toxiques, a-t-elle conclu quand j'ai eu fini. Tous. Ta mère est le chef de file, mais ton père et tes frères et sœurs sont complices. C'est toujours ma famille, ai-je chuchoté, la réalité de ce que j'avais perdu commençant à s'installer. La biologie ne donne à personne le droit de te traiter de cette façon, a insisté Ashley. La famille est censée te construire, pas te démolir. J'ai hoché la tête. Trop épuisé pour argumenter. Plus tard, blotti sous une couverture sur mon canapé, je me sentais étrangement divisé en deux. Une partie de moi était dévastée. Pleurant la perte de la famille que j'avais toujours espéré que nous pourrions devenir. Une autre partie ressentait une étrange libération. Comme si j'avais enfin déposé un poids écrasant que je portais depuis des décennies. Qu'est-ce que je fais maintenant, ai-je demandé à Ashley alors qu'elle s'apprêtait à partir. Après s'être assuré que j'étais plus calme. Tu vis, a-t-elle dit simplement. Selon tes propres termes, sans leur jugement comme bande sonore. Cette nuit-là, je me suis endormi en pleurant. Mais les larmes semblaient différentes d'une certaine manière, moins de désespoir et plus de libération, comme la douleur nécessaire du nettoyage d'une blessure infectée depuis bien trop longtemps. La première semaine après la confrontation s'est écoulée dans un brouillard d'extrêmes émotionnels. Je me réveillais en me sentant forte et libérée. Convaincu d'avoir pris la bonne décision en me défendant. L'après-midi, le doute s'insinuait, accompagné de vagues de chagrin si intenses qu'elles me laissaient physiquement nauséeuse. Les soirées amenaient l'anxiété, je vérifiais compulsivement mon téléphone pour des messages de ma famille qui n'arrivaient jamais. Est-ce normal de se sentir aussi instable? Ai-je demandé à Ashley lors d'un de ses appels de contrôle quotidien. Une minute je suis soulagé, la suivante je suis dévasté, puis je suis furieuse, puis il me manque terriblement. Complètement normal, m'a-t-elle assuré. Tu es en deuil, samedi. Pas seulement de la relation que tu as perdue, mais de celle que tu n'as jamais eue en premier lieu. Cette perspective m'a aidé. Je ne pleurais pas seulement la rupture actuelle, mais toute une vie d'amour conditionnel et de standards impossibles qui l'avaient précédée. Le 9e jour. Mon père a finalement envoyé un texto, ta mère a besoin de temps. Laisse les choses se calmer avant de reprendre contact. Le message m'a exaspéré. Une fois de plus. Il tolérait son comportement tout en me rendant responsable de la résolution d'une situation que je n'avais pas créée. J'ai rédigé plusieurs réponses avant de me décider pour. Ce n'est pas à moi de reprendre contact. Je mérite des excuses. Il n'a pas répondu. 3 jours plus tard, Heather a textoté, as-tu l'intention de t'excuser avant le mariage? Kyle et Melissa finalisent le cortège nuptial ce week-end. La cruauté désinvolte de son message, sans aucune reconnaissance de ce qui s'était passé. Sans aucune expression d'inquiétude pour mon bien-être, juste de la logistique pratique à propos d'un mariage, à clarifier exactement où je me situais dans ses priorités. Je n'ai pas répondu. Le travail est devenu mon sanctuaire. Je me suis jeté dans les projets avec une intensité nouvelle, canalisant mon trouble émotionnel dans des solutions créatives pour les clients. Ma patronne, Diane, a remarqué le changement.
Tes campagnes ont toujours été bonnes, Samantha, mais ces derniers concepts sont exceptionnels, a-t-elle commenté lors de notre revue hebdomadaire. Il y a une profondeur en eux qui crée vraiment une connexion. Je n'ai pas expliqué que je déversais tous mes sentiments inexprimés dans mon travail, trouvant des exutoires pour la colère, la blessure et le désir à travers des messages stratégiques et des images évocatrices. Je l'ai simplement remercié et j'ai demandé plus de responsabilité. Un collègue nommé Justine a également commencé à me remarquer. Grand, avec des yeux bruns bienveillants et une confiance tranquille, il était l'analyste de données de notre département, complétant mon orientation créative par des aperçus statistiques. Nous avions toujours eu une relation cordiale et professionnelle, mais maintenant il semblait sentir que quelque chose avait changé. « Ça va ?» a-t-il demandé un soir alors que nous travaillions tard tous les deux, le bureau presque vide. « Tu as l'air intense ces derniers temps. » J'ai envisagé de répondre par mon habituel « je vais bien », mais quelque chose dans sa préoccupation sincère a percé mes défenses. Des drames familiaux, ai-je admis. Du genre nucléaire. Possiblement permanent. Il a hoché la tête, sans insister pour avoir des détails. Je connais ça. Mon père ne me parle plus depuis que j'ai abandonné mes études de médecine pour me lancer dans les statistiques. 5 ans et ça continue. Cette simple reconnaissance que quelqu'un d'autre comprenait le rejet familial a créé une connexion instantanée entre nous. Nous avons fini par parler pendant des heures cette nuit-là, partageant de la nourriture chinoise à emporter sur la terrasse du toit du bureau. Justine est devenue un élément régulier de mon nouveau système de soutien, offrant une perspective sans jugement. À la 3e semaine, j'ai réalisé que j'avais besoin d'une aide professionnelle pour traiter ce qui s'était passé. J'ai trouvé une thérapeute, la docteure Laura Peters, spécialisée dans les traumatismes familiaux et l'établissement de limites. Notre première séance a été une révélation. Ce que vous décrivez est une dynamique classique de l'enfant en or et du bouc émissaire, a-t-elle expliqué après que j'ai partagé mon histoire familiale. Vos frères et sœurs ont été désignés comme les enfants réussis et favorisés, tandis que vous avez été assignés au rôle de la déception familiale. Ces rôles n'ont rien à voir avec vos réalisations réelles et tout à voir avec le dysfonctionnement du système familial. Mais pourquoi moi? Ai-je demandé. La question qui me hantait depuis des années. Que ai-je fait pour mériter ce rôle? Rien, a dit fermement la docteure Peters. Souvent. Il s'agit simplement de l'enfant dont la personnalité ou les intérêts correspondent le moins aux attentes ou aux valeurs des parents. Votre nature créative a peut-être été menaçante pour une mère qui privilégie la conformité et le succès conventionnel. Au cours des semaines suivantes, la thérapie m'a aidé à identifier les schémas malsains qui avaient défini mes relations familiales. J'ai reconnu comment j'avais intériorisé la voix critique de ma mère. Comment j'avais appris à chercher la validation de manière autodestructrice, comment je diminuais mes propres réalisations parce qu'elles n'avaient jamais été célébrées à la maison. La guérison ne signifie pas nécessairement la réconciliation, a averti la docteure Peters lors d'une séance particulièrement difficile. Cela signifie reconnaître que vous ne méritiez pas le traitement que vous avez reçu et que vous n'avez pas besoin de la validation de personnes toxiques pour avoir de la valeur. Ce concept, que je pouvais être entière sans l'approbation de ma famille, était à la fois terrifiant et libérateur. J'avais passé 26 ans à essayer de gagner un amour qui aurait dû être donné librement. Qu'est-ce que cela signifierait d'arrêter d'essayer? Financièrement, la rupture a créé des défis. J'avais économisé pour une voiture. Mais j'ai plutôt utilisé ces fonds pour déménager dans un studio à Lakeview, ayant besoin d'un nouveau départ loin des colocataires qui avaient été témoins de mon bouleversement émotionnel. Le loyer mettait mon budget à rude épreuve, mais l'indépendance me semblait nécessaire pour ma guérison. Mon nouvel appartement est devenu une manifestation physique de mon identité émergente. J'ai peint un mur d'un bleu sarcelle audacieux, quelque chose que ma mère aurait qualifié de « criard », et j'ai exposé mes propres œuvres d'art en évidence. J'ai acheté des plantes, expérimenté avec l'agencement des meubles et créé un espace qui me nourrissait plutôt que de me juger. Le travail a continué d'être une source de stabilité et de croissance. Diane m'a chargé de diriger la présentation de notre équipe pour un nouveau client majeur, une chaîne d'épicerie régionale cherchant à se redéfinir. Le projet a consumé mes soirées et mes week-ends. Mais le défi créatif m'a fourni une distraction bienvenue de mon trouble personnel. Justine et moi avons commencé à passer plus de temps ensemble. Notre collaboration professionnelle évoluant vers l'amitié.
Il passait à mon bureau avec un café juste au moment où j'en avais le plus besoin ou m'envoyait des blagues de données aléatoires qui parvenaient toujours à me faire sourire. Il n'a jamais poussé pour plus que ce que j'étais prête à donner, semblant comprendre intuitivement que j'étais encore en train de guérir. J'ai également renoué avec d'anciennes passions qui avaient été étouffées par la désapprobation de ma famille. J'ai rejoint un cours de peinture communautaire. J'ai commencé à faire de la randonnée les week-ends et j'ai repris l'écriture créative qui m'avait autrefois apporté tant de joie. Chaque activité me donnait l'impression de récupérer une partie de moi-même qui avait été abandonnée dans la quête futile de l'approbation parentale. Mon 30e anniversaire approchait. Le premier que je célébrerais sans un dîner de famille obligatoire. Ashley a insisté pour organiser quelque chose de spécial malgré mes protestations que je préférais ignorer complètement l'occasion. Nous nous réapproprions ton anniversaire, a-t-elle déclaré. Fini de l'associer à la déception. La soirée qu'elle a organisée. Une croisière au coucher du soleil sur le lac Michigan avec un petit groupe d'amis, est devenue symbolique de ma nouvelle vie. Entouré de personnes qui appréciaient sincèrement ma compagnie. Riant librement sans surveiller mon comportement pour d'éventuelles critiques, j'ai réalisé que je construisais quelque chose de précieux, une famille choisie. Puis, 6 mois après la confrontation. Un texto inattendu de Kyle est arrivé. On peut se voir pour un café? Juste nous deux. J'ai fixé le message pendant un long moment, les émotions en guerre en moi. Une partie de moi voulait l'ignorer pour protéger la paix fragile que j'avais construite. Une autre partie regrettait désespérément mon jeune frère. Malgré sa complicité dans le dysfonctionnement de notre famille. Après avoir consulté la Dr Peters, j'ai accepté une rencontre dans un café neutre à mi-chemin entre nos quartiers respectifs. À l'approche de la date, mon anxiété a monté. Que voulait-il? Était-il un émissaire de mes parents, envoyé pour me persuader de m'excuser? Allait-il me désinviter officiellement du mariage? Je suis arrivé en avance, m'assurant une table dans un coin qui offrait un peu d'intimité. Quand Kyle est entré, j'ai été frappé par son air fatigué. Le garçon en or semblait terni, avec des cernes sous les yeux et une tension dans les épaules qui reflétait la mienne. Merci d'être venu, a-t-il dit en s'asseyant en face de moi. Je n'étais pas sûr que tu viendrais. Je n'étais pas sûr non plus, ai-je admis en étudiant le visage de mon frère. De près, la tension était encore plus évidente. De fines rides autour de ses yeux qui n'étaient pas là il y a 6 mois, une crispation de la mâchoire qui parlait de stress chronique. Nous avons commandé, un simple latte pour moi. Une boisson de spécialité élaborée avec un expresso supplémentaire pour lui, et nous sommes restés assis dans un silence gêné jusqu'à l'arrivée de nos boissons. Comment vas-tu? A-t-il finalement demandé, sa voix portant une préoccupation sincère qui m'a surprise. J'ai cherché le mot juste. Je survis? Je guéris? Je reconstruis? Je trouve mon chemin. Ai-je finalement dit. Et toi? Tu as l'air fatigué. Kyle a passé une main dans ses cheveux, un geste nerveux que je me souvenais de notre enfance. Ouais, eh bien. Les choses ont été intenses à la maison depuis que tu es parti. Je ne suis pas parti, Kyle. J'ai été mise à la porte, ai-je corrigé doucement mais fermement. Une technique de limite que la Dr Peters m'avait enseignée. Il a grimacé. Tu as raison. Mauvais choix de mots. Il a pris une profonde inspiration. Écoute, Sam, je te dois des excuses. Des grosses. Je suis resté assis là et je n'ai rien dit pendant que maman te traitait horriblement. Pas seulement à ce dîner, mais pendant des années. Cette reconnaissance était si inattendue que j'ai senti les larmes me monter aux yeux. Dans tous nos conflits familiaux, personne n'avait jamais validé mon expérience de manière aussi directe. Pourquoi, ai-je demandé, la question englobant bien plus que cette seule nuit. Kyle a fixé son café. C'était plus facile, a-t-il admis, la honte évidente dans sa voix. Quand maman se concentrait sur toi, elle ne se concentrait pas sur moi. Et j'ai laissé faire parce que j'avais peur de devenir la cible. Son honnêteté m'a désarmé. J'ai toujours pensé que tu avais une vie parfaite. Le garçon en or qui ne pouvait rien faire de mal. Kyle a ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Mon Dieu, non. Tu n'as aucune idée de la pression. Chaque réussite ne faisait qu'élever la barre pour la suivante. Papa a laissé entendre que je devrais envisager des études de droit après mon MBA. Quand j'ai dit que ça ne m'intéressait pas, il a suggéré que je manquais d'ambition.
Ça me dit quelque chose, ai-je murmuré. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas, Sam. A poursuivi Kyle, sa voix baissant. Sur notre famille, sur maman. Des choses que j'apprends depuis que tu es parti, ou plutôt, que tu as été mise à la porte. Comme quoi? Il a hésité. Puis a semblé prendre une décision. Maman a eu une enfance assez terrible. Son père était extrêmement critique. Rien de ce qu'elle faisait n'était jamais assez bien. Sa mère était passive. Ne la défendait jamais. Ça te dit quelque chose? J'ai hoché la tête, surprise. Nos grands-parents maternels étaient décédés avant ma naissance, et maman parlait rarement d'eux. Papa m'a dit ça récemment. Apparemment, le père de maman était particulièrement dur concernant ses intérêts artistiques. Elle voulait étudier l'histoire de l'art à l'université. Mais il l'a forcée à faire des études d'éducation parce que c'était pratique. Il qualifiait l'art de passe-temps pour les gens sans vrai talent. La révélation m'a frappé comme un coup physique. L'hostilité de ma mère envers mes aspirations créatives est soudainement apparue sous un nouveau jour, non pas une simple désapprobation, mais une projection de ses propres rêves contrariés et de ses critiques intériorisées. Ça n'excuse pas la façon dont elle m'a traité, ai-je dit prudemment. Non, ça n'excuse rien. A immédiatement convenu Kyle. Rien ne le pourrait. J'essaie juste de comprendre moi-même. Il a pris une autre profonde inspiration. Il y a plus. Papa a failli partir il y a environ 10 ans. Quoi? C'était une information complètement nouvelle. Quand j'étais au lycée? Ils semblaient bien s'entendre. Ils l'ont bien caché. Papa a eu un appartement pendant 3 mois. Il ne supportait plus le comportement contrôlant de maman. Ils sont allés en thérapie, se sont réconciliés, mais selon papa, rien n'a vraiment changé. Sauf sa décision de faire en sorte que ça marche. J'ai pensé à notre père, son absence émotionnelle, sa retraite dans le travail, son incapacité à me protéger des critiques de maman. Cela avait un sens triste. Et Heather, ai-je demandé, soupçonnant qu'il y avait aussi des révélations sur ma sœur apparemment parfaite. Kyle a hoché la tête d'un air sombre. Heather souffre d'anxiété et d'un trouble de l'alimentation depuis l'université. La pression de maintenir son image de réussite l'écrase. Elle est en thérapie depuis des années. Mais le cache à maman parce qu'elle ne veut pas paraître faible. L'image de ma famille s'effritait à chaque révélation. La façade parfaite avait dissimulé tant de douleur. Et toi? Ai-je demandé doucement. Quelle est ta lutte secrète? Les yeux de Kyle ont rencontré les miens, la vulnérabilité évidente. Je déteste l'école de commerce. Je suis bon dans ce domaine. Mais je déteste ça. Je voulais être enseignant, de mathématiques au lycée. Peux-tu imaginer dire ça à maman? Que son fils veut une carrière médiocre dans l'éducation publique au lieu de la finance. Je ne pouvais que trop bien l'imaginer. Donc, tu vis une vie que tu ne veux pas pour plaire à des gens qui ne peuvent pas être satisfaits. Exactement. Il s'est affalé sur sa chaise. Et te voir partir cette nuit-là, c'était terrifiant et inspirant en même temps. Tu as fait ce qu'aucun de nous n'a eu le courage de faire. Tu t'es choisi. Ces mots m'ont enveloppé comme une couverture chaude. Pour la première fois, j'ai vu mes actions non pas comme un échec de la loyauté familiale, mais comme un acte d'auto-préservation nécessaire. Ça n'a pas été facile, ai-je admis. Il y a des jours où je remets encore tout en question, où je me demande si j'ai surréagi. Tu n'as pas surréagi, a dit fermement Kyle. Si quoi que ce soit, tu as sous-réagi pendant des années, ce qui fait de moi un lâche encore plus grand de ne pas t'avoir défendu. Tu survivais de la seule manière que tu connaissais. Ai-je dit, me surprenant par la compassion que je ressentais. Nous le faisions tous. Nous sommes restés assis en silence un moment, le poids de ces révélations s'installant entre nous. Alors? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ai-je finalement demandé. Es-tu ici en tant qu'ambassadeur de la famille? Maman veut que je m'excuse? Kyle a secoué la tête avec véhémence. Je suis ici pour moi. Et pour toi. Ma sœur me manque, et j'ai besoin d'eux. Il a hésité. J'ai besoin de voir qu'il est possible de se libérer et de survivre. La vulnérabilité dans son aveu m'a profondément touché. Je survis, les jeux assurés. Certains jours mieux que d'autres, mais je construis une vie qui me ressemble pour la première fois.
C'est ce que je veux aussi, a-t-il dit doucement. Et il y a autre chose. Je veux que tu rencontres Mélissa, loin de la famille. Elle a demandé de tes nouvelles, s'est inquiétée pour toi. Mélissa? J'étais surprise. Bien que j'ai toujours apprécié la fiancée de Kyle, nous n'étions pas particulièrement proches. Elle a tout vu ce qui s'est passé cette nuit-là. Et elle a, disons simplement qu'elle a eu quelques révélations sur la famille dans laquelle elle s'apprête à entrer. La curiosité piquait. J'ai accepté de rencontrer Mélissa pour le déjeuner le week-end suivant. Cette rencontre s'est avérée encore plus éclairante que ma conversation avec Kyle. Mélissa, élégante comme toujours mais avec la même tension évidente sur son visage, m'a serré fort dans ses bras lorsque nous nous sommes rencontrés dans un petit bistrot près de son bureau. Je me suis tellement inquiété pour toi, a-t-elle dit. Cette nuit-là je n'ai jamais rien vu de tel. Je n'avais aucune idée que votre dynamique familiale était si toxique. Bienvenue chez les Johnson, ai-je dit ironiquement. Toujours sûr de vouloir te marier dans cette famille. Elle a souri. C'est en fait quelque chose dont je voulais te parler. Kyle et moi réévaluons certains aspects de nos plans de mariage. Pendant le déjeuner, Mélissa a révélé comment ma mère avait pris le contrôle de chaque décision du mariage. Du lieu aux fleurs en passant par la liste des invités. Elle a insisté pour que nous invitions des associés que je n'ai jamais rencontrés tout en limitant mes amis de l'université parce que le club a des contraintes d'espace. Plus troublantes étaient ses observations sur la façon dont mes parents interagissaient entre eux et avec Kyle. Ton père s'en remet à ta mère pour tout, même quand il est clairement en désaccord. Et la façon dont elle critique chaque décision de Kyle, c'est subtil, mais constant. Je ne l'avais pas vraiment remarqué avant cette nuit avec toi, mais maintenant je ne peux plus l'ignorer. Qu'est-ce que Kyle en dit? Ai-je demandé. Il est partagé. Il veut leur plaire, c'est si profondément ancré, mais il commence aussi à tout remettre en question. Ton départ a créé des ondulations que tu ne peux pas imaginer, Samantha. C'est comme si tu avais rompu une sorte de sortilège de silence familial. Elle a hésité, puis a ajouté. Je devrais te prévenir. Ta mère a dit aux gens que tu avais eu un épisode de santé mentale et que tu avais le besoin d'espace par rapport à la famille. Elle contrôle le récit auprès de la famille élargie et des amis. Bien que douloureuse, l'information ne m'a pas surprise. Cela correspondait au schéma de ma mère de gérer les apparences avant tout. Il y a autre chose, a poursuivi Mélissa. Kyle m'a dit que son père a mentionné que tu serais la bienvenue pour déjeuner avec lui lorsque ta mère est à ses réunions de charité. Il n'est pas prêt à la défier ouvertement, mais il crée une petite ouverture, ai-je terminé, les émotions contradictoires. Une partie de moi voulait rejeter cette connexion secrète comme étant insuffisante. Une autre partie reconnaissait l'importance de cette minuscule rébellion dans notre système familial. Au cours des semaines suivantes, une nouvelle relation prudente s'est développée entre Kyle, Mélissa et moi. Nous nous rencontrions régulièrement. Toujours dans des endroits éloignés des lieux habituels de mes parents. Kyle partageait plus d'histoires familiales qu'il découvrait à travers des conversations avec notre père et des parents éloignés. J'offrais la perspective de mes séances de thérapie. Mélissa fournissait le point de vue extérieur qui nous aidait à voir plus clairement nos dynamiques familiales. Lors d'une de ces réunions, Kyle a révélé que notre mère avait refusé la thérapie malgré l'ultimatum de notre père. Papa lui a dit qu'il envisagerait la séparation si elle n'obtenait pas d'aide. Elle a dit qu'il était manipulé par des thérapeutes qui créent des problèmes pour les résoudre. C'est logique, ai-je dit, sans surprise. Reconnaître qu'elle a besoin d'aide signifierait reconnaître qu'elle n'est pas parfaite. Alors que Kyle et Mélissa naviguaient dans la planification de leur mariage. Je me suis retrouvé dans la position inattendue d'aider mon frère à établir des limites avec nos parents. J'ai partagé des techniques de ma thérapie. Des livres qui m'avaient aidé à comprendre le dysfonctionnement familial, et surtout, un soutien indéfectible lorsqu'il a pris des positions difficiles contre le contrôle de notre mère. Comment as-tu trouvé le courage, m'a-t-il demandé un soir après avoir insisté avec succès sur un mariage plus petit et plus personnel contre les objections de notre mère. De partir en sachant que tu pourrais tout perdre? J'ai réfléchi attentivement à la question. Je pense que j'ai réalisé que j'avais déjà perdu la chose la plus importante. Mon sens de moi-même. Tout le reste semblait secondaire après ça. Dans ces conversations, j'ai découvert une force que je ne savais pas que je possédais.
Les expériences même qui m'avaient blessé avaient également forgé une résilience et une perspicacité qui aidaient maintenant mon frère à naviguer sur son propre chemin vers l'authenticité. 4 mois après notre première rencontre autour d'un café, Kyle a appelé avec la nouvelle que Heather l'avait contacté, exprimant son intérêt pour les changements qu'elle avait observés en lui. Elle m'a demandé si je suis en thérapie, a-t-il dit, l'excitation dans sa voix. Pas de manière accusatrice, mais comme si elle l'envisageait elle-même. Les dominos tombent. J'ai réfléchi, ressentant un mélange complexe de justification et de tristesse. Il n'aurait pas fallu mon expulsion de la famille pour commencer à briser ces schémas malsains. Mais j'étais reconnaissante que le changement se produise néanmoins. C'est toi qui as commencé ça, a dit Kyle. En refusant de jouer le rôle qui t'était assigné. Tu nous as tous montré qu'il était possible de choisir différemment. Ces mots ont aidé à guérir quelque chose de profond en moi. La douleur du rejet restait. Mais à côté d'elle grandissait une fierté tranquille pour le courage qu'il avait fallu pour me défendre. Peut-être que cela, plus que toute réussite que ma mère aurait pu valoriser, était ma véritable force. 1 an après le dîner de famille fatidique, ma vie s'était transformée d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. Sur le plan professionnel, j'avais été promue directrice de la création chez Bright Pass, dirigeant une équipe de 5 personnes et gérant nos relations clients les plus importantes. Ma campagne pour la chaîne d'épicerie régionale avait remporté un prix de l'industrie, validant mon approche créative de la manière la plus publique qui soit. Sur le plan personnel, les changements étaient encore plus profonds. Justine et moi avions commencé à sortir ensemble 6 mois plus tôt, notre amitié évoluant naturellement en romance. Contrairement aux relations précédentes où j'avais caché des parties de moi-même par peur du rejet, avec Justine, je me sentais pleinement vu et accepté. Il comprenait mon histoire familiale sans jugement et soutenait mon parcours de guérison avec patience et compassion. Ma relation avec Kyle s'était approfondie en une véritable amitié. Lui et Melissa s'étaient mariés lors d'une petite cérémonie à la maison du lac de ses parents avec seulement 30 invités, dont aucun n'était un associé. J'avais été aux côtés de Melissa en tant que demoiselle d'honneur, tandis que nos parents avaient assisté en tant qu'invités, avec des limites clairement définies concernant leur implication. L'événement avait été tendu mais gérable, un témoignage de la capacité croissante de Kyle à prioriser ses propres besoins par rapport aux attentes familiales. Peut-être plus surprenant encore. La fille de Kyle et Melissa, ma nièce Emma, était née il y a 3 mois, créant une nouvelle génération de notre famille avec l'opportunité de schémas plus sains. En tenant ce tout petit bébé parfait dans mes bras, j'avais fait la promesse silencieuse qu'elle grandirait en sachant que sa valeur n'était pas liée à la réussite, à l'apparence ou aux attentes des autres. Ma relation avec Heather avait également évolué, bien que de manière plus hésitante. Après le mariage de Kyle, elle m'avait contacté avec des questions timides sur mon expérience de thérapie. Nos conversations restaient quelque peu gardées. Mais je sentais qu'elle reconnaissait progressivement le dysfonctionnement qui nous avait tous façonnés. Elle a commencé à voir un thérapeute elle-même. Bien qu'elle n'en ait pas encore parlé à notre mère. Quant à mes parents, la situation était complexe. Mon père avait commencé à suivre une thérapie seul, une étape qui nous a tous surpris. Il m'invitait occasionnellement à déjeuner lorsque ma mère était occupée ailleurs. Nos conversations étaient maladroites, mais de plus en plus honnêtes. Il ne s'est jamais excusé explicitement pour son rôle dans mon enfance, mais son effort constant pour maintenir une connexion représentait un progrès que je n'aurais jamais attendu. Ma mère restait la plus résistante au changement. J'avais établi un contact minimal et très structuré, des cartes de vœux, de brèves réponses aux textos occasionnels. Maintenant des limites fermes tout en laissant la porte légèrement entr'ouverte si jamais elle choisissait de la franchir avec une véritable responsabilité. La docteure Peters m'avait aidé à comprendre que le pardon ne nécessitait pas la réconciliation, surtout lorsque le comportement nuisible continuait. Ma famille choisie s'était élargie au-delà d'Ashley pour inclure des collègues devenus des amis, des voisins de mon immeuble et des membres de mon cours de peinture. Les dîners du dimanche, autrefois source d'effroi, sont devenus des rassemblements joyeux dans mon petit mais accueillant appartement, rempli de rire et d'acceptation. Puis est venue une invitation inattendue. Mon père a textoté, me demandant si je voulais le rencontrer pour dîner seul dans un restaurant à mi-chemin entre nos maisons. La nature formelle de la demande, si différente de nos déjeuners décontractés, signalait son importance. Je suis arrivé au restaurant italien chic pour trouver mon père déjà assis, l'air à la fois nerveux et déterminé. Après avoir commandé,
Il a pris une profonde inspiration et a commencé à parler avec une franchise inhabituelle. Samantha, je te dois des excuses. Pas seulement pour cette nuit-là, mais pour toute ton enfance. J'ai échoué dans mon rôle de père. Les mots que je ne m'attendais jamais à entendre m'ont laissé momentanément sans voix. J'aurais dû te protéger des critiques de ta mère. J'aurais dû célébrer tes réussites au lieu de les comparer à celles de tes frères et sœurs. J'aurais dû te voir pour la personne remarquable que tu es, pas pour celle que nous voulions que tu sois. Les larmes ont rempli mes yeux. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Ai-je demandé. La question que je portais depuis des années. Il a baissé les yeux sur ses mains. La peur, principalement. La peur de la désapprobation de ta mère, la peur du conflit. La peur d'échouer en tant que mari si je contredisais son éducation. Je me suis convaincu que garder le silence maintenait la paix, alors qu'en réalité, j'évitais simplement le courage. Cela m'a coûté cher, ai-je dit doucement. Cela nous a tous coûté cher, a-t-il convenu. Ma relation avec toi, ton sentiment de sécurité, la santé de notre famille. Je suis profondément désolé, Samantha. Je sais que des excuses n'annulent pas les dommages, mais je veux que tu saches que je le reconnais maintenant. La thérapie m'aide à voir des choses auxquelles j'ai été aveugle pendant des décennies. Nous avons parlé pendant des heures cette nuit-là, avec plus d'honnêteté que nous n'en avions jamais partagé. Il m'a parlé de son propre père émotionnellement distant, de sa détermination à subvenir financièrement aux besoins de sa famille même au prix de la connexion émotionnelle. De son éveil progressif à la toxicité qu'il avait permise. Ta mère a reçu un diagnostic d'hypertension, a-t-il mentionné vers la fin de notre dîner. Son médecin pense que le stress est un facteur contributif. Je me suis tendu, anticipant une demande de réconciliation pour la santé de ma mère. Au lieu de cela, il m'a surprise. Je ne te dis pas ça pour te pousser à reprendre contact. Je respecte les limites que tu as établies. Je voulais juste que tu le saches, car cela affecte certains de ses comportements et choix. Envisage-t-elle encore la thérapie? Ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Il a secoué la tête. Elle considère ses problèmes de santé comme purement physiques. Non liés à des schémas émotionnels. Mais elle a accepté la méditation pour la gestion du stress, ce qui est au moins un petit pas. Alors que nous nous séparions ce soir-là. Mon père m'a serré dans ses bras, une véritable étreinte, pas la tape maladroite qu'il m'avait toujours offerte auparavant. Je suis fier de toi, Samantha, a-t-il dit, la voix chargée d'émotion. Pas pour ce que tu as accompli, bien que ce soit impressionnant. Mais pour la personne que tu es, ton courage, ta compassion, ton intégrité. J'espère que tu pourras me pardonner un jour. J'y travaille, ai-je répondu honnêtement. Le pardon est un processus, pas un événement. Il a hoché la tête, comprenant. Je continuerai à être présent si tu me le permets. Pas pour gagner le pardon, mais parce que je veux connaître ma fille. Ce Thanksgiving, 1 an et 1 mois après m'être fait dire de ne jamais revenir. J'ai organisé un rassemblement dans mon appartement. Ashley est venue avec son nouveau petit ami. Justine est arrivée tôt pour aider à cuisiner. Kyle. Melissa et le bébé Emma sont venus de leur nouvelle maison à Evanston. 2 collègues de travail et mon voisin préféré complétaient notre groupe. Mon père est passé brièvement dans l'après-midi. Apportant une tarte à la citrouille et passant 1 heure à tenir sa petite fille dans ses bras et à discuter maladroitement mais sincèrement avec mes amis. Ma mère est restée absente. Un choix avec lequel j'avais fait la paix. Le rassemblement n'était pas parfait, mais il était authentique, rempli d'une affection sincère plutôt que de performance ou de faux-semblants. Plus tard dans la soirée, après que tout le monde soit parti sauf Justine, je me tenais à ma fenêtre, regardant la ligne d'horizon de Chicago, réfléchissant au parcours de l'année écoulée. « À quoi tu penses ?» a dit Justine, s'approchant derrière moi et m'enlaçant la taille. « Je pensais juste à la famille », ai-je répondu. « Comment nous naissons dans une. Mais nous pouvons aussi créer la nôtre. Et parfois guérir celle dans laquelle nous sommes nés, a-t-il ajouté, en hochant la tête vers le réfrigérateur où une photo de Kyle. Melissa et Emma étaient fièrement affichées. Partiellement, ai-je convenu. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement, mais on apprend à vivre avec les cicatrices. La vérité était que je portais toujours le deuil de la relation mère-fille que je n'avais jamais eue et que je n'aurais probablement jamais. Je ressentais encore des pincements de l'ancienne douleur lorsque des réalisations n'étaient pas célébrées par les personnes qui auraient dû être mes plus grands supporters.
Mais à côté de ce deuil grandissait quelque chose de plus fort, l'acceptation de soi, des liens authentiques et la liberté de définir le succès selon mes propres termes. Mon parcours m'avait appris que le véritable amour n'exige pas que l'on se diminue pour le mériter. La vraie famille, qu'elle soit biologique ou choisie, crée l'espace pour que l'on puisse devenir plus pleinement soi-même, pas moins. Briser le cycle de l'amour conditionnel avait été douloureux mais nécessaire, non seulement pour moi, mais potentiellement pour les générations à venir. En regardant autour de mon modeste appartement, rempli de preuves de la vie que j'avais construite, des œuvres d'art que j'avais créées fièrement exposées, des photos de célébrations authentiques, des livres qui avaient guidé mon parcours de guérison, j'ai ressenti un sentiment de paix qui m'avait échappé pendant 26 ans. Le chemin à suivre n'était pas parfaitement clair, mais je le parcourais avec intégrité. Entouré de personnes qui m'appréciaient pour exactement qui j'étais. C'était, réalisais-je, le succès le plus significatif de tous. Avez-vous déjà dû vous éloigner d'une relation toxique pour votre propre bien-être? Ou peut-être avez-vous été le pont vers la guérison dans votre propre famille? J'adorerais lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Ce parcours m'a appris que partager nos expériences aide les autres à se sentir moins seuls dans leur lutte. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour entendre d'autres histoires de résilience et de croissance. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message aujourd'hui, veuillez le partager avec cette personne. Merci d'avoir écouté mon parcours. Et souvenez-vous, vous méritez d'être valorisé exactement tel que vous êtes.